Alors, Michel Onfray, bonsoir. C'est le philosophe le plus populaire de France, Michel Onfray. Vous êtes ici ce soir pour 2 livres. Le premier, Rendre la raison populaire, publié chez Autrement, et le manifeste de l'Université populaire de Caen, que vous avez créé voici 10 ans, suite à la présence de Jean-Marie Le Pen au 2e tour. L'université populaire, c'était de dire, si les gens votent au Front National, c'est qu'ils ont de bonnes raisons, peut-être ont-ils une mauvaise cartographie du monde, et peut-être en les aidant à faire une bonne cartographie du monde, avec de l'éducation, de la culture, pas de la répression, mais de la philosophie, des propositions positives et pas répressives, on pouvait peut-être entraver un peu le mouvement. Alors, l'arrivée de Le Pen au 2e tour en 2002, ça vous inquiète quand même sur la validité du suffrage universel. Vous dites surtout quand un peuple est entretenu dans l'obscurantisme par un système économique libéral, horizon indépassable de la droite comme de la gauche. Oui, Condorcet disait bien au XVIIIe siècle que voter c'est bien, mais qu'il faut être éduqué pour pouvoir voter. Ouais. Sinon on vote n'importe quoi, on vote avec son ventre, avec ses tripes. C'est comme ça qu'Hitler a été élu au suffrage universel d'ailleurs. Ouais. C'est comme ça que ça se passe, quand les gens votent avec les passions et pas avec la raison. Alors votre université est un succès, vous le fils d'un ouvrier agricole et d'une femme de ménage, vous avez fondé l'Université populaire de Caen et l'Université populaire du Goût d'Argentan. Vous dites « J'ai été sauvé de mon destin social par la philosophie et j'aimerais pouvoir offrir la même chance à mes auditeurs. » L'Université populaire, c'est entrée libre, gratuité. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai renoncé à un salaire. J'ai démissionné d'Éducation nationale. On est 20 à donner des cours gratuitement et bénévolement à l'Université populaire de Caen. Et effectivement, tout le monde vient. Simplement parce qu'il y a une vingtaine d'enseignements qui permettent de dire, ben voilà, jazz, art contemporain, psychanalyse, pensée arabe cette année, architecture, etc. Enfin, on propose des occasions de réfléchir, parce que moi, effectivement, c'est vraiment la culture qui m'a sauvé. Donc, je crois qu'il y a un moment où il faut rendre l'appareil et dire, voilà, la culture m'a sauvé, elle pourrait vous sauver, voilà un lieu où éventuellement vous pouvez la rencontrer gratuitement. Alors, le 2e livre s'appelle « Abrégé hédoniste » chez J'ai lu. Alors là, vous présentez votre pensée hédoniste, qui est la recherche du plaisir, Samia. Oui. Et l'évitement du déplaisir, voilà. Vous dites « Une vie réussie, c'est celle qu'on aimerait revivre ». C'est beau? C'est vrai. Ouais, c'est bien. Oui, parce qu'on pose souvent la question de la bonne vie. C'est comme ça que la question se posait dans l'Antiquité, la bonne vie, la belle vie, etc. Et la bonne et belle vie, c'est celle dont on se dit, s'il fallait recommencer, je recommencerais la même. Alors, l'hédonisme en politique, c'est vouloir le plus grand bonheur du plus grand nombre, ici, maintenant et tout de suite. L'hédonisme, c'est l'art de bien remplir l'instant présent. En matière d'éthique, c'est-à-dire la relation avec autrui, mais en matière de politique aussi. C'est-à-dire quand on voit la misère, la pauvreté, le chômage, on voit qu'il y a des gens qui sont obligés de compter 2-3 euros par jour pour vivre en France. On se dit, mais qu'est-ce que ça peut signifier, le plus grand bonheur du plus grand nombre possible? Quand un gouvernement qui se prétend de gauche épargne les collectionneurs d'œuvres d'art en prétendant qu'il y a une espèce d'extraterritorialité fiscale pour ces gens-là, parce que quand on achète un Rubens, quand on achète un Rembrandt, c'est que finalement on n'est pas si riche que ça. Je pense qu'effectivement, il y a des possibilités ici et maintenant d'aller chercher de l'argent là où ça se trouve pour dire, il y a une misère qui est insupportable, il y a des solutions aux problèmes qui se posent, la drogue, la misère, la pauvreté, les banlieues, les Roms, etc. Et la solution n'est jamais dans la violence, jamais dans la brutalité, jamais dans l'armée, jamais dans la police. Et à gauche, on ne devrait pas défendre ce genre de solution-là. Voilà, alors c'est bien votre truc, hein, mais vous avez jamais pensé à en faire une religion? Ça serait la première religion où on peut baiser et manger de tout. Alors j'ai pensé à en faire une politique, pas une religion. Une religion, c'est une vision du monde qui nous dit que la vérité de ce monde est dans un autre monde, dans un arrière-monde. Le paradis, l'enfer, le purgatoire, le ciel, Dieu, etc. Et moi, j'ai pas envie de religion. Je suis un athée radical, toutes les religions m'ennuient, et je pense qu'il n'y a pas de religion à faire. En revanche, il y a une société à faire. Alors, si Dieu n'existe pas, le problème, c'est que le Vatican, la Mecque et Deauville, c'est des arnaques. Ce sont des arnaques. Si vous aviez dû choisir une religion, vous auriez choisi laquelle? Probablement les premières religions qui sont très animistes, qui sont en relation le avec... panthéisme. Oui. C'est-à-dire avec le lever du soleil, l'arrivée de la lune, avec le cycle des saisons, ou ce genre de choses. C'est-à-dire les religions qui ne nous séparent pas de la nature, mais les religions qui nous relient à la nature. En tous les cas, vous n'auriez pas choisi l'islam, parce que dans votre traité d'athéologie, vous dites que l'islam, en fait, est en contradiction complète avec la philosophie des Lumières. Et dans Le Point, récemment, vous écriviez « L'islam n'est pas ce qu'une scie musicale française nous présente si souvent, une religion de paix, de tolérance et d'amour. »
Si vraiment on fait un peu d'histoire, c'est-à-dire lecture du Coran, lecture des hadiths du prophète, les hadiths ce sont les dits du prophète, ce que le prophète a raconté, c'est rempli de guerres, d'égorgements, la chose est claire. C'est un grand combattant, c'est un guerrier terrible, Mahomet. Il porte la cotte de maille. Mais qui égorge les gens lui-même. Mais oui, absolument, la chose est dite dans la Sira. Ouais. Alors, ou on a le droit de faire de l'histoire, ou alors il faut entretenir une légende, et effectivement, aujourd'hui, on entretient une légende. Mais il faut dire que ça marche comme ça dans l'islam, ça marche comme ça dans le christianisme avec Saint Paul, ça marche comme ça aussi dans le Talmud. Ouais. Pour l'avoir dit récemment dans un autre journal, j'ai été abondamment traité d'antisémite. Ouais. Absolument. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les trois religions monothéistes nous disent on n'est pas les mêmes, hein, sauf qu'au bout du compte, il y a une espèce d'union sacrée des trois monothéismes contre les athées. Alors, pour vous, porc pour tout le monde à la cantine, hein, on ne discute pas, quoi. Il n'y a pas de raison qu'une minorité impose sa loi à une majorité. Ou alors, à ce moment-là, c'est le propre des dictatures. C'est habituellement la majorité qui décrète une loi à laquelle la minorité se soumet. Ça s'appelle bêtement la République. Et puis voilà, quoi. Alors, si Dieu existe, hein, vous risquez d'en baver après votre mort. Disons, après tout ce que vous avez dit contre lui. Je crois rien. Alors, un hédoniste qui rate les vierges nubiles et les rivières de miel, c'est dommage quand même. Oui, mais je préfère des vierges nubiles ici et maintenant plutôt que des vierges nubiles hypothétiques.